année 1960, le Ghana, Kwame Nkrumah, affiche un PIB par habitant comparable à celui de la Corée du Sud. La Côte d'Ivoire est qualifiée de miracle économique. L'Afrique, fraîchement indépendante, porte les espoirs d'un continent. Pendant ce temps, la Chine de Mao Zedong exague après des décennies de guerre et le désastreux grand rebond en avant, est l'un des pays les plus pauvres du monde. En 1960, le PIB par habitant du Nigeria était de 84 $, celui de la Chine à peine 89 $. Certains pays africains étaient bien même significativement devant. 70 ans plus tard, le monde a basculé. La Chine est la deuxième puissance économique mondiale, rivalisant avec les États-Unis. L'Afrique subsaharienne, malgré ses immenses richesses et sa jeunesse, peine encore à décoller. Comment un tel renversement a-t-il pu se produire? Quelle stratégie la Chine a-t-elle déployée? Et quelles leçons l'Afrique, si promoteuse, n'a-t-elle peut-être pas su tirer? Ceci est l'histoire d'une transformation économique sans précédent et d'un rendez-vous peut-être manqué. L'histoire du grand renversement, c'est maintenant sur Expert 2.0. La Chine populaire, proclamée en 1949 par Mao Zedong, hérite d'un pays ravagé. La collectivisation forcée des terres et le grand rebond en avant, tentative d'industrialisation à marche forcée, se solde par une famine effroyable. Les estimations varient, mais parlent de 15 à 55 millions de morts. L'historien Dicotte parle de la plus grande catastrophe provoquée par l'homme. Puis vient la révolution culturelle entre 1966 et 1976. Purge, destruction du savoir, fermeture des universités. Le pays est isolé, son économie sclérosée. En 1978, à la mort de Mao, près de 90% de la population chinoise vit sous le seuil de pauvreté. Le PIB par habitant stagne autour de 150 $. L'avenir semble sombre. 1978. Le vent du changement souffle avec l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping. Traumatisé par les excès maoïstes, ce pragmatique initie une politique radicalement nouvelle. Réforme et ouverture. Sa philosophie est simple et presque iconoclaste. Peu importe que le chat soit noir ou blanc, tant qu'il attrape la souris, c'est un bon chat. Fini le dogmatisme idéologique. Place à l'efficacité économique. Les premières réformes sont agricoles. Décollectivisation. Retour à l'exploitation familiale. La production alimentaire explose. Puis, le coup de génie. La création des zones économiques spéciales dès 1980. Shenzhen, un simple village de pêcheurs en face de Hong Kong, devient le laboratoire de ce socialisme de marché. On y attire les capitaux, les technologies, on y expérimente la propriété privée. On laisse les prix fluctuer. La Chine met le cap sur l'exportation, devenant progressivement l'atelier du monde. De 1978 à 2018, la croissance annuelle moyenne du PIB chinois frôle les 9,5%, un record mondial. Plus de 800 millions de Chinois sont sortis de l'extrême pauvreté. En 2010, la Chine dépasse le Japon et devient la deuxième économie mondiale. Aujourd'hui, son PIB nominal avoisine les 18 000 milliards de dollars. Le miracle chinois n'est pas le fruit du hasard. Il repose sur des piliers stratégiques. L'investissement massif dans le capital humain et les infrastructures. Dès les années 80, la Chine a compris que l'éducation était la clé. Des millions d'ingénieurs, de techniciens ont été formés. Parallèlement, des investissements colossaux ont été faits
dans les routes, les ponts, les aéroports, l'énergie et plus tard le numérique. Une planification étatique, stratégique et adaptative. Les fameux plans quinquennaux ont fixé des objectifs clairs, secteur par secteur, tout en laissant une marge de manœuvre aux acteurs locaux et au marché. L'État a joué un rôle de chef d'orchestre, guidant, incitant, mais aussi sachant se retirer quand c'est nécessaire. Une industrialisation par étapes axée sur l'exportation puis la montée en gamme. D'abord, assembler les produits simples à faible coût pour le marché mondial, puis progressivement intégrer les technologies, développer ses propres marques et viser l'innovation. Pensez à Made in China. L'ouverture contrôlée aux investissements étrangers et l'apprentissage technologique. Attirer les multinationales pour les capitaux, mais surtout pour leur technologie et leur savoir-faire, souvent avec des obligations de transfert de technologie. Un taux d'épargne national élevé, permettant de financer massivement les investissements sans dépenses excessives aux capitaux étrangers à long terme. De Huawei à Alibaba, de Bid à TikTok, les champions chinois conquièrent le monde. La Chine n'est plus seulement l'atelier, elle a aussi un laboratoire d'innovation. Pendant que la Chine s'éveillait, l'Afrique subsaharienne, riche en ressources naturelles et humaines, semblait marquer le pas. La dépendance excessive aux matières premières a exposé les économies à la volatilité des coûts mondiaux sans générer suffisamment de valeur ajoutée locale ni d'emplois qualifiés. C'est le syndrome hollandais de la malédiction des ressources. L'instabilité politique chronique dans de nombreux pays, coups d'État, guerre civile, corruption endémique, a découragé l'investissement à long terme tant national qu'étranger et détourné des ressources précieuses. Les investissements dans l'éducation, la santé et les infrastructures sont restés dramatiquement insuffisants par rapport aux besoins et à la croissance démographique. En 2020, la dépense publique d'éducation en pourcentage du PIB en Afrique subsaharienne était d'environ 4%, contre plus de 5% en Asie de l'Est et Pacifique. Une croissance démographique galopante, la plus rapide au monde, bien que potentiellement un atout, a souvent dilué les fruits d'une croissance économique parfois modeste, maintenant voire aggravant la pauvreté par habitant. En 2023, le PIB du Nigeria, première économie d'Afrique, atteignait environ 477 milliards de dollars. Celui de la Côte d'Ivoire, 70 milliards de dollars. La Chine, à elle seule, exporte plus en un mois que toute l'Afrique entière en une année. Qu'est-ce qui a fondamentalement manqué? Plusieurs facteurs se conjuguent. Absence de vision stratégique à long terme et de planification cohérente. Contrairement à la Chine, peu de pays africains ont maintenu des plans de développement ambitieux et suivis sur plusieurs décennies, capables de transcender les changements politiques. Les politiques sont souvent réactives et à court terme. La faiblesse des institutions et problèmes de gouvernance. La corruption, estimée par l'Union africaine à près de 150 milliards de dollars par an, gangrène les économies. La fuite des capitaux illicites prive le continent de ressources vitales pour son développement. Politique économique souvent inadaptée ou imposée. Les programmes d'ajustement structurel des années 80-90, dictés par le FMI et la Banque mondiale, ont souvent démantelé les embryons d'industrie locale et réduit le rôle de l'État investisseur sans pour autant créer les conditions d'essor du secteur privé. Une industrialisation balbutante et une transformation locale insuffisante. L'Afrique subsaharienne ne représente qu'environ 1% de la valeur ajoutée manufacturière mondiale. Le continent exporte ce qu'il extrait du sol et importe ce qu'il consomme. Dépendance excessive à l'aide internationale. Si elle peut être utile en cas d'urgence, l'aide au développement a parfois créé une culture de dépendance, sapant l'initiative locale et ne ciblant pas toujours les investissements les plus productifs. Dans des pays immensément riches en ressources comme la République démocratique du Congo, compte parmi les pays les plus pauvres du monde en termes de PIB par habitant,
illustrant tragiquement ce paradoxe. En 4 décennies, la Chine a opéré une mutation structurelle profonde. L'agriculture s'est modernisée, assurant la sécurité alimentaire malgré une population croissante et une urbanisation rapide. La productivité a bondi. L'industrie est passée de l'assemblage de bas de gamme à la production des biens de haute technologie. La Chine est devenue le premier producteur mondial d'acier, de ciment, d'automobiles, d'électronique. Les infrastructures ont été le socle de cette transformation, reliant, facilitant le commerce et améliorant la productivité. En 2008, la Chine n'avait quasiment pas de TGV. Aujourd'hui, elle en a plus de 45 000 km. Le secteur technologique et numérique est devenu un moteur de croissance et d'innovation avec des géants mondiaux et une adoption massive par la population. Elle est le leader dans l'intelligence artificielle, les véhicules électriques et l'énergie renouvelable. Les services, notamment le commerce en ligne, la finance, le tourisme, ont explosé, créant des millions d'emplois et répondant à la demande d'une classe moyenne émergente. La Chine a systématiquement cherché à monter dans la chaîne de valeur, transformant chaque défi en opportunité d'innover et de se renforcer. Mais l'Afrique n'a pas dit son dernier mot. Les signaux d'un possible éveil se multiplient. Sa jeunesse est un atout démographique majeur. Plus de 60% de la population a moins de 25 ans, une force vive, prête à innover et entreprendre. L'urbanisation rapide, bien que posant des défis, crée aussi des pôles de consommation et d'innovation. L'essor du numérique et de la tech africaine, notamment Silicon Savannah, Yabacon Valley, est spectaculaire avec des solutions innovantes dans la finance, le mobile money, l'agritech et la santé. Dans les pays comme le Rwanda, l'Éthiopie, le Botswana ou le Sénégal, on montré des voies de développement intéressantes misant sur la bonne gouvernance, la planification, l'investissement dans le capital humain et l'attraction des investissements. Le Rwanda, par exemple, s'est hissé parmi les pays les plus faciles pour faire des affaires en Afrique. La zone de libre-échange continentale ZLECAf, lancée en 2019, ambitionne de créer le plus grand marché unique au monde, stimulant le commerce interafricain et l'industrialisation. Les défis demeurent colossaux. Il faut massivement investir dans l'éducation et la formation professionnelle adaptée aux besoins du XXIe siècle, renforcer la stabilité politique et la gouvernance, lutter contre la corruption et surtout transformer localement les matières premières pour créer de la valeur et des emplois sur le continent. L'histoire n'est jamais une fatalité. La trajectoire de la Chine en moins d'un demi-siècle est une démonstration éclatante qu'un pays, même parti de très bas, peut radicalement changer son destin grâce à une vision claire, une discipline de fer et une capacité à apprendre et à s'adapter. Elle a prouvé que la pauvreté n'est pas une fatalité. L'Afrique, avec sa diversité, ses propres défis, mais aussi ses atouts uniques, peut-elle s'inspirer de certaines clés du modèle chinois? Planification stratégique, investissement massif dans le capital humain et les infrastructures, promotion de l'industrialisation, tout en forgeant sa propre voie, respectueuse de ses valeurs et de ses contextes. Le grand renversement n'est pas seulement une histoire du passé. Il pose des questions cruciales pour l'avenir. Quelle stratégie l'Afrique adoptera-t-elle pour enfin réaliser son immense potentiel? Le XXIe siècle verra-t-il l'émergence d'un miracle africain? Les leçons sont là, les opportunités aussi. L'avenir reste à écrire.